modérés. Et c'est ça qu'il faut analyser. Nous avons un problème au monde où les extrêmes deviennent de plus en plus attractifs pour les gens qui, auparavant, votaient pour des options centristes, des centres-gauche, des centres-droite ou des centres purs. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on le voit même aux États-Unis. On le voit qu'au sein du parti républicain, il y a eu deux mouvements différents de droite dure, et les Tea Party et les Trumpismes, et dans les partis démocrates, où aujourd'hui, il n'y a plus un parti démocrate. Il y a au moins deux. Vous avez les partis démocrates mainstream, qui sont des gens centristes, et vous avez des gens d'extrême gauche, comme Ilhan Omar, comme Alejandra Ocasio-Cortez, comme Cori Bush et tant d'autres. Et ça, c'est une réalité qui est en train de se multiplier, de s'enraciner dans les grandes démocraties du monde. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir. Et la France n'est pas une exception. L'Espagne n'est pas une exception. Et ça peut vraiment bouleverser la géopolitique mondiale. Et c'est ça sur quoi on doit réfléchir. La géopolitique mondiale va être certainement influencé par ce mouvement vers la radicalité des uns et des autres, et on est en train de le voir. On est en train de voir comment certains partis, et de la droite et de la gauche, sont en train de soutenir ou de moins excuser les crimes de guerre de Poutine en Ukraine. On est en train de voir comment certains journalistes de Fox News qui se sont complètement trompés, et maintenant ils sont en train de changer, et étaient en train de soutenir Poutine au début, et on voit comment les partis de l'extrême gauche européenne étaient les amis de Poutine comme l'extrême droite. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui, tout se définit par rapport à la position qu'on a pour Poutine. Non, mais ça, c'est la chose la plus immédiate. C'est la chose la plus immédiate, et ça donne à notre audience une référence facile et rapide. J'aimerais me recentrer sur la France. Abdo, est-ce que audible? Abdo? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Allô? Oui, est-ce que tu apparemment, j'ai pas de chance aujourd'hui, Naïm. Dès que la parole me vient, il y a des coupures. C'est quelqu'un qui me censure quelque part. On dirait que tu le fais exprès. Abdo? Non, c'est pas moi. Moi, je vous assure, hein, je suis... Oui, je vous entends. Vas-y, je voudrais que tu reprennes le fil là où tu l'as laissé sur une éventuelle cohabitation. Possible. On va passer... Oh, allô? Oui, là, je vous entends. Ça coupe, mais je vous entends. Tu reprends là où tu étais sur la cohabitation Marine Le Pen, extrême droite, avec Macron. Moi, je vis en France en ce moment. Je suis en France depuis 3 ans. Peut-être j'observe je suis étranger. Je suis algérien en plus. C'est-à-dire, non seulement mon algérianité me donne des outils pour apprécier la France sous un angle bien particulier. En plus, je suis étranger, donc j'ai le recul un peu nécessaire pour essayer d'évaluer la situation qui est là en France, parce que les Français sont trop impliqués affectivement, idéologiquement et politiquement dans ce qui se passe dans leur pays. Il y a une crise morale en France. D'abord, elle n'est pas politique en France. En France, il y a une crise morale, une crise de valeurs. La France a du mal à retrouver sa véritable place sur l'échiquier international. Voilà. Lors de la Covid-19, les Français ont découvert que leur pays a été le seul grand pays qui n'a pas inventé le vaccin. Ça a été un choc, un traumatisme pour les Français. Excepté tous les membres du Conseil de sécurité qui ont le veto, ont fait le vaccin. Le seul pays européen, même le grand pays, qu'on le veut ou non, l'Allemagne, a fait le vaccin. BioNTech, avec Pfizer, c'est une start-up allemande. C'est des Turcs. C'était le seul grand pays d'origine turque, des Allemands d'origine turque. Hein. Ça reste des Allemands. La France était le seul grand pays qui n'a pas fait de vaccin. Et c'est pour les Français, c'était un drame national. Et le pays de Pasteur. L'idée du déclassement, l'idée du déclassement. La France vit très mal son déclassement. Si tu veux une image, une métaphore, la France ressemble à cette femme qui était très belle quand elle était jeune et qui plaît de moins en moins et qui a le sentiment qu'elle est en train de perdre sa vigueur et de sa beauté. Et ça, il y a un complexe, si tu veux, égocentrique, existentiel que les Français sont en train de vivre. Et ça nourrit des interrogations existentielles. Quelle place? Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine.
La guerre en Ukraine, et quand les Français ont commencé à s'interroger sur leur capacité militaire, sur leur capacité de défense, ils se rendent compte que l'armée française n'est pas aussi puissante qu'on le pense. N'est pas aussi puissante. Même si elle demeure la deuxième force marine du monde, mais au niveau des porte-avions, au niveau des équipements, la France commence à comprendre qu'elle est réellement en train de perdre de son influence et de son prestige. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu la montée en puissance de l'extrême droite. Parce que c'est un discours, le discours nationaliste est en force en France, parce qu'il n'y a pas de réponse face à cette angoisse du déclassement. Si on a aujourd'hui plus de 13 millions de personnes qui ont voté Marine Le Pen, et si on calcule tous les votes, Marine Le Pen plus Zemmour, plus etc., on va se retrouver à 20 millions de personnes facilement. C'est parce qu'il y a des Français qui sont angoissés, qui n'arrivent pas à comprendre comment leur pays est en train de reculer, et ils veulent absolument comprendre comment éviter le déclin. C'est une angoisse nationale ici en France, il faut le comprendre. Hein. C'est une angoisse nationale. Naturellement, quand il y a des pays qui déclinent, on accuse toujours les étrangers. C'est bien sûr les Arabes, les Maghrébins, c'est les musulmans, tout est de leur faute, etc. C'est un classique que nous retrouvons comme la figure du juif avec les nazis, avec l'Allemagne nazie. C'est de la faute du juif parce que c'est l'Allemagne à la période de la Première Guerre mondiale, a décliné, etc. Donc, la France a besoin d'un nouveau récit national. Elle a besoin d'un nouveau récit national. Mélenchon essaye de proposer ce nouveau récit national avec une nouvelle gauche, une union populaire, des réponses aux problèmes sociaux. Mais il a du mal à convaincre parce que personne ne voit en lui quelqu'un qui peut restituer à la France sa grandeur. La France est en quête de grandeur. Et ce problème va durer. Macron aura énormément de mal. Est-ce qu'il va gagner les élections législatives? Est-ce qu'il pourra redonner... En fait, c'est simple. Il n'y a pas de rêve français. Tant que le rêve français n'est pas d'actualité, ce pays aura énormément de... Il sera toujours confronté à des doutes. Et puis, le problème de la... On a bien compris. Pour terminer avant que ça coupe, le problème de la France concerne essentiellement toute l'Europe. Aujourd'hui, la vieille Europe elle-même doit se remettre en cause. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Quand on voit comment l'Europe cherche de l'aide auprès des États-Unis, comment l'Europe a cédé face à la Turquie d'Erdogan, comment l'Europe n'arrive pas à remporter des petits bras de fer face à des pays de l'Afrique du Nord, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui en fait? Est-ce que l'Europe aujourd'hui est un continent qui a de l'avenir? Et que c'est un assemblage de pays... Permets-moi de te couper, Abdo, je ne suis pas du tout d'accord avec toi dans cette analyse. Le vote pour Marine Le Pen ne cherche pas la grandeur de la France. C'est des débats sur le pouvoir d'achat. Franchement, c'est des problèmes franco-français à l'intérieur. Alors, les relations internationales, à part avec Poutine, la relation avec Poutine, personne n'a cherché, parmi les candidats, à se positionner sur le plan international. Il n'y a eu aucun déplacement comme avant les autres campagnes électorales. Aucun des candidats ne s'est déplacé et ne s'est affiché avec un leader international pendant cette campagne. Franchement, c'était vraiment des problèmes de soucis de survie pour le Français moyen. Problème de sécurité, problème de pouvoir d'achat, vraiment problème très très économique, mais vraiment de la France. Personne n'a débattu. Oui, mais Karim, la crise économique, justement, c'est très bien ce que tu soulèves, ce que j'allais dire, la crise économique, elle traduit quoi? Elle traduit un déclin économique français. Parce que les Français pensaient que leur pays était suffisamment riche. Occidental. Mais surtout français. Non, parce écoute, que la écoute. France a un modèle social qui est bien... N'oublions pas que Macron, s'il a été réélu, c'est grâce au quoi qu'il en coûte. Les tests PCR en France étaient gratuits, le chômage partiel, tout ça. Les Français pensaient que leur pays pouvait les protéger comme les a protégés en 2020. Il y a eu la guerre en Ukraine, la cherté de la vie, l'inflation a explosé parce que l'économie française, elle vit au-dessus de ses moyens. C'est une économie endettée, elle ne crée plus de croissance. Écoute, je reprends l'une de tes phrases du début que je pense qui était un peu en contradiction avec cette dernière que tu as dit. Il y a un déclin européen. Il y a un déclin occidental. Il faut quand même voir un peu, il faut analyser le PIB. Ça, c'est très révélateur. Quand on analyse le PIB depuis la crise de 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans, et on voit comment les petits pays qui ont fait leurs devoirs, qui ont fait les réformes qu'il fallait, ont monté en flèche, malgré tout, malgré 3 crises l'une après l'autre.
Et on a déjà l'Irlande, qui était l'un des pays les plus pauvres de l'Europe et qui est aujourd'hui le troisième ou quatrième pays le plus riche du monde en termes de revenus per capita. On voit la montée en flèche des petits pays qui étaient presque en faillite. On parle de Malte ou de Chypre. Et aujourd'hui, ils sont en montée libre. Les républiques baltes, malgré le fait qu'ils sont les voisins de la Russie et l'instabilité permanente, on voit comment les riches ont resté riches. Et on voit comment les grands pays ont une crise, quelques-uns plus profonde que d'autres. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne a un peu tenu le coup. Mais il faut comprendre que, par exemple, même l'Israël, il y a une quinzaine d'années, l'Espagne avait 30% plus de revenus per capita qu'Israël. Aujourd'hui, c'est les doubles. C'est les doubles. La France a 39 000 $ de revenus per capita. C'est à peu près la même chose qu'il y a 15 ans. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les grands pays n'ont pas su développer ou s'adapter à la nouvelle réalité. Et ça, c'est un problème et politique, et social, économique, budgétaire et des stratégies. Et la géopolitique que tu as mentionnée est extrêmement importante. L'Europe ne pèse plus dans les contextes géopolitiques mondiaux, malgré le fait que le Royaume-Uni et la France soient des puissances nucléaires. Non, là on est vraiment en train de dévier vers un autre sujet, parce qu'en ce moment-là, on pourrait dire que la guerre d'Ukraine est justement l'expression de ce déclassement géopolitique et des transformations qui est en train de connaître le monde pour qu'émerge le nouvel ordre international qui viendrait se substituer à l'unipolarité auquel avait donné lieu la fin de la guerre froide et que les Américains n'ont pas su bien gérer, et qu'aujourd'hui justement, si on a poussé Poutine à la faute, c'est précisément pour essayer que ce qui devrait advenir n'advienne pas, au risque de déclencher un embrasement général. J'aimerais qu'on se recentre, s'il vous plaît, ensemble sur la France, dont le déclassement est incontestable, et qui peut s'exprimer à travers le pouvoir d'achat, comme il peut s'exprimer de façon plus claire quand il est dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Donc j'aimerais maintenant qu'on revienne à notre thème central. Macron 2, sera-t-il avec les pays du Maghreb différent de Macron 1? Est-ce qu'il aura, parce qu'on l'a vu avec l'Algérie, alterner le chaud et le froid, il est un peu creux dans son langage, il l'a été une ou deux fois à l'égard du Maroc également, avec la Tunisie, n'en parlons pas, avec d'autres pays qui ne sont pas dans le Maghreb et qui sont dans le giron du Maghreb, tels que le Mali. On a vu comment il avait organisé un sommet France-Afrique avec l'élite montante soi-disant francophone de la France-Afrique, bon, un tas de comportements. Est-ce que Macron aura mûri, aura changé de comportement? Et là, j'aimerais qu'on entende un peu plus Karim, parce que c'est lui qui a le moins pris de prise de parole dans cette émission aujourd'hui. Karim? Naïm, je ne sais pas comment ça va être les relations avec l'Algérie, mais par contre, avec le Maroc, les relations sont un peu tièdes. Les relations institutionnelles sont là, mais ce n'est pas vraiment le grand amour comme ça l'a été avec Chirac ou avec Sarkozy. Et même avec Hollande, où c'était tendu, c'était pas comme ça. Mais avec Macron, il y a un grand froid à Rabat. Je pense qu'on n'apprécie pas énormément comment Macron se comporte un peu cavalièrement avec d'autres chefs d'État. Et puis, tu sais, quand on est en système monarchique comme au Maroc, on voit défiler les présidents, alors que là, on est là, il y a une stabilité de l'État, il y a une stabilité, peut-être les gouvernements changent, les parlements, les majorités, mais la politique étrangère qui est gérée par le palais est là, elle est inamovible, elle est à long terme, chose que Macron ne semblait pas appréhender et comprendre au départ. Donc, je pense que ce dernier mandat de Macron, enfin, il peut se représenter après un autre mandat pris par un autre président, mais ce dernier mandat de 5 ans, je pense que les choses vont, enfin, on va s'amadouer de côté comme d'autres et revenir à des relations plus chaleureuses. Je pense que c'est
pays, parce qu'il y a plein de dossiers où les deux pays doivent être d'accord pour avancer, notamment le dossier de la crise malienne. Approche-toi un peu du micro parce que ça coupe. Alors, notamment le dossier malien du Sahel où le Maroc est de plus en plus présent et la France n'aime pas, enfin, voit d'un mauvais œil l'installation de Wagner et de la Russie. Il y a aussi le dossier de la Libye où les deux pays qui sont très loin doivent trouver un compromis parce que l'un et l'autre sont assez présents diplomatiquement. Et bien sûr, il y a le problème des visas, le problème des investissements, il y a l'appel d'offres lancé qui sera lancé bientôt pour le TGV qui reliera Casablanca à Agadir et plein d'autres infrastructures. Et la Chine pousse ses pions, l'Espagne est très intéressée aussi. Il y a l'achat d'armes par le Maroc aussi. Je sais que le Maroc n'a pas acheté les Rafales et la France essaie de revenir à la charge. Il y a aussi la marine royale qui s'équipe de plus en plus. L'Espagne est sur les rangs. Les États-Unis, mais aussi la France, l'Italie avec l'extrême italienne. Donc, je crois que ces 5 ans, Macron essaiera d'avoir des relations plus apaisées avec nous. Abdo, l'Algérie. L'Algérie, c'est un cas compliqué. Naïm. Pour la France, l'Algérie, c'est pas une question externe. Le travail mémoriel qu'il a entamé. En fait, c'est une question interne. L'Algérie, c'est une véritable question interne. Ça relève de plus de l'intérieur que de l'extérieur. Pour les raisons que j'imagine que vous les connaissez, etc. Avec l'Algérie, ça va être compliqué parce que, Macron, il n'apprécie pas ouvertement l'establishment militaire. Il fait tout pour que l'establishment militaire ne domine pas la vie politique en Algérie, ne domine pas les partenariats internationaux avec la France. La fin de règne de Tebboune est compliquée. D'ici 2024, on est déjà à la mi-mandat, on a rencontré beaucoup de problèmes. Le pays souffre économiquement, il souffre financièrement. Il y a toujours une instabilité réglementaire. Le Hirak a peut-être disparu, mais l'Algérie n'est pas à l'abri d'un mouvement de contestation populaire encore plus violent, avec des émeutes, avec des grèves. L'instabilité n'est pas encore une affaire acquise en Algérie. Et les Français sont totalement perdus avec l'Algérie. Macron est tout à fait perdu. Il a dit un jour, ça va nous péter à la gueule. Les Français ont très peur que l'Algérie leur pète à la gueule. Si, par exemple, la Mamara, qui est l'homme le plus apprécié par la France officielle, par Macron et les dirigeants français, se positionne pour 2024 et assure une succession calme et sereine de Abdelmadjid Tebboune, oui, la France aura gagné un grand pari. Mais on est encore loin, d'ici 2 ans, on verra comment ça va évoluer. En plus, il y a des différends régionaux, des différends majeurs en termes de géopolitique régionale. L'establishment militaire algérien a fait un virage russe à 180%, à 180 degrés plutôt. La France a pour intérêt, a pour défi d'empêcher que l'Algérie rallie la Russie sur toutes les positions. C'était mal parti en 2021, mais vu que la guerre en Ukraine tourne clairement à la défaveur de Poutine, le régime algérien commence à reculer un peu, à revoir ses calculs. Donc la France a une carte à jouer importante. C'est ce qui explique que quand Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, était entre les 2 tours à Alger, les 2 tours des élections présidentielles. Il y a aussi la Libye, où la France essaye de ramener l'Algérie vers une position qui lui est plus favorable. Il y a un grand coup à jouer. Le lobby français est très important en Algérie, oui. Mais le problème, c'est que c'est un lobby qui ne pourra pas aider l'Algérie vers une transition douce, que ce soit économique ou politique, pour la simple raison que la France n'investit plus assez en Algérie, que c'est très compliqué d'investir en Algérie, que les besoins algériens sont immenses. Excepté la Chine ou les États-Unis, très peu d'autres partenaires étrangers peuvent injecter les milliards dont l'Algérie a besoin pour assurer son développement économique, sa stabilité sociale surtout, sa stabilité sociale. Donc la France va essayer d'accompagner le régime algérien vers le moins pire, vers une sorte de stabilité, vers une sorte de pacification. C'est son souhait, mais elle n'est pas à l'abri des secousses dans les relations franco-algériennes. Pour une chose qu'on a dite au début, tu l'as très bien dit Naïm, Macron il n'est pas conventionnel, c'est pas Chirac. Il n'a pas la ruse de Chirac, il n'a pas l'expérience de Mitterrand. Dans son cabinet, réellement, les connaisseurs de l'Algérie au sein du système français sont de moins en moins nombreux. Il n'y a pas un monsieur Algérie, il n'y a pas un monsieur Maghreb. La France, à l'époque de Macron, durant ses premières années de mandat, s'est beaucoup plus intéressée au Moyen-Orient, au Proche-Orient et aux pays du Golfe. Il manque l'expertise algérienne, manque en tout cas terriblement
aux collaborateurs d'Emmanuel Macron. Donc, peut-être qu'il a pris conscience de cette nécessité de combler ce déficit. On le verra. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut rien dire. Est-ce qu'il sera un vrai président ou, comme dirait Bouteflika, le défunt Bouteflika, les trois quarts d'un président? Parce que sinon, il ne gagne pas les législatives, il pourrait être les trois quarts d'un président. Un quart. En France, il sera le un quart. Il aura le domaine réservé et c'est tout. Donc alors, là, ni l'Algérie, ni le Maroc, ni aucun pays de la région ne pourra le considérer avec le même prestige ou avec la même importance. Donc le regard peut complètement changer. J'aimerais revenir, merci Abdo, j'aimerais revenir vers Gustavo. Vous n'êtes pas marocain, vous l'êtes un peu, mais vous n'êtes pas algérien, vous n'êtes pas non plus tunisien, ni mauritanien, et vous pouvez peut-être nous apporter... Pourtant, je connais tous les pays du Maghreb, tous. Vous allez nous apporter, mais un regard extérieur d'un connaisseur de ce Maghreb sur ce que pourraient être les relations, mais alors là, avec les 4 ou 3 pays du Maghreb, y compris la Libye et la Mauritanie, d'Emmanuel Macron. Il faut comprendre une chose, à mon avis, c'est que le Maghreb est toujours l'une des priorités les plus importantes pour les pays européens du Sud, et il le sera de plus en plus. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, le poids des pays européens du Sud au Maghreb est en train de chuter, et de chuter d'une manière préoccupante. Et on voit comment certaines puissances étrangères, qui ne sont pas européennes, voire la Chine, la Russie, les États-Unis, même l'Israël, sont de plus en plus présentes, influentes et puissantes au Maghreb. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment bouleverser la conscience des Européens et faire comprendre aux Européens que peut-être pendant trop longtemps, les Européens ont pensé que le Maghreb était leur domaine réservé, que puisqu'on était, comme c'est le cas d'Espagne, le premier investisseur, le premier partenaire commercial d'aller et retour avec le Maroc, et que l'Espagne a son ambassade la plus grande au monde à Rabat, que la France a toujours considéré le Maroc son arrière-cour. Oui, son arrière-cour, son fief gardé. Et ce n'est pas du tout le cas. Et ici, il faut travailler tous les jours pour gagner la position tous les jours. Et ça, ce n'est pas le cas. Si ça vous ajoutez le fait que l'Europe est de plus en plus faible dans le domaine international, et économique, et géopolitique, géostratégique, et même dans l'influence culturelle, l'influence politique, vous avez la catastrophe. C'est-à-dire que l'Europe doit refaire une stratégie vis-à-vis du Maghreb, de montrer plus d'intérêt, de se coordonner mieux, d'utiliser les instruments qu'il y a aujourd'hui, qui sont parfaitement inexistants. Disons les choses comme elles sont. Enfin, l'Union pour la Méditerranée, c'est quoi? Ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Il faut vraiment réinventer les relations entre l'Europe et le Maghreb, mais tout de suite. C'était une Libye de Sarkozy, l'UPM. Non, j'aimerais savoir, est-ce que les deux puissances de la Méditerranée occidentale, que sont la France et l'Espagne, sont capables de travailler en commun pour se renforcer et renforcer leur présence dans la région? Ça, c'est l'idéal, mais malheureusement, je ne crois pas que ça va être la réalité. Vous êtes concurrentiel. Exactement. L'Espagne et la France sont des concurrents au Maroc. On n'est pas coordonnés, on est des concurrents vraiment acharnés. Quand l'Espagne est devenue, il y a déjà quelques années, le premier partenaire commercial et investisseur du Maroc au monde, pas en Europe, au monde. C'était une tragédie au Quai d'Orsay. Et c'est de la même manière, enfin, l'Italie n'est pas le meilleur ami de la France vis-à-vis le Maroc ou vis-à-vis l'Algérie, et on a bien vu que l'Italie n'est pas le meilleur ami de l'Espagne vis-à-vis de l'Algérie non plus. Alors, on est tous des concurrents, et même si on fait partie du club le plus important de démocratie avancée au monde, qui est l'Union européenne, on reste des concurrents vis-à-vis le Maghreb. Plus que jamais, et ça ne va pas changer d'ici à le lendemain. Karim, sur le même registre, alors tu penses qu'aujourd'hui, l'influence française, l'influence du sud de l'Europe en Méditerranée occidentale est en repli? Est-il possible que Macron
conduisent à un sursaut de cette politique française et européenne à l'égard du Sud, qui a été délaissée. D'abord, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'à un moment donné, l'Europe, l'Union européenne s'était tournée vers l'Europe centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas assister à un recentrage vers le Sud? Je pense que enfin, les pays, l'Espagne, la France et l'Italie, autant diplomatiquement peuvent être en recul au Maghreb, autant économiquement, humainement, socialement, sont de plus en plus imbriqués dans l'espace. Jamais, au grand jamais, l'intérêt économique, l'intérêt humain n'a été aussi important et prégnant chez ces trois pays par rapport au Maghreb. Bizarrement, c'est pas une contradiction, mais bizarrement, sur le plan diplomatique, ces pays ont du mal à s'imposer au Maghreb, de plus en plus. L'Italie, diplomatiquement, à part la Libye, est de manière intermittente est plus présente. L'Espagne... Mais pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas, je crois que les pays du Maghreb, je prends comme exemple le Maroc que je connais très bien, sont en train de s'autonomiser par rapport à ces pays, de faire face, de tenir tête. C'est-à-dire, par exemple, pour le Maroc, la France n'est plus aussi, diplomatiquement je parle, hein, n'est plus aussi stratégique qu'avant. En plus, la présence de Jean-Yves Le Drian, pour son anti-marocanisme, je vais dire primaire, a porté un coup d'estocade en relation entre les deux pays. Donc le Maroc fait en sorte de ne pas regarder diplomatiquement de la France. D'ailleurs, on n'a plus ces communiqués conjoints, on se réjouit de la même approche. On n'est plus dans le même intérêt qu'avant, ou dans le même. La France n'est plus aussi stratégique sur le plan diplomatique pour le Maroc qu'avant. N'est plus aussi séduisante. Pour reprendre Abdo. Séduisante, je ne sais pas. Ben, écoute, il y a une méconnaissance du Maroc aujourd'hui par l'équipe de Macron. Il y a une méconnaissance de l'équipe de Macron à partir de Rabat. Avant, je me rappelle très bien, sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, il y avait des ministres et des hommes politiques, même dans l'opposition, qui avaient des relations pratiquement de famille avec les politiques français. Les gens se connaissaient. Aujourd'hui, citez-moi le nom d'un ministre français qu'un ministre marocain doit connaître, ou qu'un politique marocain, même dans l'opposition, un chef de parti, connaîtrait très bien, prendrait son téléphone, discuter avec lui, parler avec lui. Ce qui est le cas, par contre, si je peux lancer la petite remarque, par exemple, Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, il connaît le Maroc à la perfection. Oui. Ce qui n'est pas le cas de politiques espagnols, italiens, français. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance mutuelle. Il y a un problème générationnel, oui, voilà, je crois. Voilà. C'est-à-dire que ce soit pour l'Algérie, pour la Tunisie ou pour le Maroc, on avait hérité des rapports pendant les 50 premières années d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y avait cette génération qui avait connu la France, d'abord la France coloniale et ensuite la France néocoloniale, avec laquelle on entretenait des relations, comme tu disais, pratiquement familiales. Alors, il y a attends, laisse-moi terminer ma question, moi je vais très court. Une génération, cette génération de Reda Gdira, la génération Karim Lamrani, au Maroc a disparu. La même chose, on a assisté à un renouvellement de générations politiques en France et en Espagne également, qui n'ont pas le même rapport au Maghreb, n'ont pas le même rapport au Maroc, n'ont pas le même rapport à l'Algérie. Ce n'est pas un Dominique de Villepin, on n'a pas de Dominique de Villepin aujourd'hui dans l'équipe de Macron, mais c'est beaucoup plus un problème générationnel qu'un problème est-ce que, maintenant, comment renouer tous ces contacts, parce qu'on ne peut pas s'ignorer, on est des deux côtés de la Méditerranée, même si Mare Nostrum n'est pas une zone de paix, n'a jamais été une zone de paix, pour essayer de lui préserver. Et c'est dans l'intérêt d'abord du sud de l'Europe et de l'intérêt de l'Afrique du Nord d'avoir des relations consolidées. Comment faire? Que devrait faire, à ton avis, Macron? Et je passerai à Abdo. Et après, je reviendrai à Gustavo. Qu'est-ce qu'il devait, comme a dit Abdo Sammar tout à l'heure, on devrait implémenter des gens qui connaissent les dossiers, au moins un monsieur Maghreb.
Et puis, cela ne s'invente pas. On ne décrète pas quelqu'un connaisseur d'un pays. Par exemple, un monsieur qui connaît très bien l'Algérie, c'est Jean-Pierre Raffarin, qui a des contacts, qui peut prendre son téléphone, appeler les gens. Il n'est pas si présent. Il l'était au début, mais il était du quinquennat de Macron, mais il n'est plus si présent avec l'Algérie. La même chose pour le Maroc. Aujourd'hui, qui c'est ce politique ou ce ministre qui pourrait prendre son téléphone et appeler quelqu'un au Maroc? La même chose en Espagne, on l'a remarqué pendant cette crise qui a duré. Si c'est politique, avant, je me rappelle, je connais Gustavo depuis 15 ans, 16 ans, quand il était aux affaires, ça lui arrivait de prendre son téléphone, d'appeler quelques chefs de parti et quelques ministres, anciens ministres au Maroc, pour parler de choses et d'autres. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais ça ne se décrète pas, Naïm. Ça va venir avec des affinités, c'est ce chamboulement du champ politique dans ces pays. La montée de Podemos, de Ciudadanos en Espagne, la disparition du PS, quasi-disparition du PS et du MP, des Républicains en France, a fait qu'il y a un vide par rapport au pays de Maghreb. On ne connaît personne, ces jeunes qui viennent de la banque, qui viennent du monde des affaires, on ne les connaît pas réellement au Maghreb. Et ils ne connaissent pas le Maghreb. Peut-être qu'ils ont visité Marrakech, ils fait du trekking à Merzouga, dans la montagne, mais ils ne connaissent pas les politiques, ils ne connaissent pas les subtilités. Ils viennent passer leurs vacances, ils partent. C'est-à-dire, même ce qu'on reprochait à l'époque au Maroc, la diplomatie Mamounia, avait un côté bon quand même. C'est des gens qui venaient dans un cadre. Plus ou moins, les gens fantasment sur ça. Mais c'était pratiquement institutionnalisé, les gens qui venaient discuter de politique, plus que passer des vacances. Ils venaient avec des dossiers. Ils travaillaient. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a tellement diabolisé ce procédé-là qu'aujourd'hui, on est orphelin de relations intimes. C'est ça. Il n'y a plus de relations intimes entre un pays, enfin des pays avec lesquels on avait des relations, mais même il y a des gens qui préféraient et qui pensaient aller passer leurs vacances dans le désert algérien. D'accord. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui, Karim Abdou. Abdou, alors, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on est au même niveau dans les rapports avec l'Algérie? Et j'aimerais te poser, et j'aimerais aussi que Gustavo, qui est un professionnel de la chose, pourrait répondre. Est-ce que les Américains, on n'a pas de relation, mais ils ont quand même des formations, des gens qui sont destinés à porter des dossiers et qui sont formés qui sont préparés sur de longues durées, qui vont en stage dans Peace Corps, dans d'autres organismes, pour qu'ils connaissent ces pays, pour qu'ils apprennent leur langue, pour qu'ils apprennent leur dialecte. On les voit et qu'ils parlent et qu'ils fassent. Est-ce qu'aujourd'hui, une professionnalisation de ces gens qui sont chargés de ces dossiers, mais alors professionnalisation et spécialisation n'est pas possible pour compenser les rapports amicaux et anciens? La différence, elle est énorme avec les États-Unis. Aux États-Unis, c'est quand même le gendarme du monde. Le département d'État, il a l'un des budgets les plus élevés du monde. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance du monde. C'est la puissance mondiale qui veut rester numéro un, qui veut que le monde soit encore américain, qui veut que le monde soit façonné à son image. Ce n'est pas le cas de la France. Malheureusement, ce qu'a dit Karim tout à l'heure est très intéressant. En fait, c'est le renouvellement générationnel. On a une nouvelle génération de dirigeants français, les Macron, les Édouard Philippe, les Jean Castex, même si Jean-Yves Les Attal, c'est un un cas. jeune de 28 ans. Voilà, les Attal et tout ça. Je dirais que le Drian qui échappe un peu, qui permet un peu d'équilibre. Cette nouvelle génération, elle a une autre vision du Maghreb. Il n'y a pas cet attachement au Maghreb parce que pour eux, il faut tourner la page. Pour eux, la France était trop dépendante du Maghreb et des Maghrébins. Et comme il y a beaucoup de Maghrébins en France, pour eux, ce n'est pas un prolongement stratégique. C'est que la présence maghrébine est devenue une banalité. Une sorte de banalité. Ils ne comprennent pas les gens. Ils n'ont pas les codes. Ce sont une nouvelle génération qui veulent que la France s'internationalise. Et elle ne reste pas dans sa même ère d'influence. Et puis, il y a un problème structurel. Normalement, il y a une diplomatie européenne. Normalement, on est censé parler à l'Europe. Or, on continue de me parler à la France, à l'Espagne. Tebboune, hier, avant-hier, il a dit, j'ai pas de problème avec l'Europe, j'ai un problème avec l'Espagne. C'est-à-dire, pour nous, l'Europe n'existe pas. L'inexistence de l'Europe complique encore la tâche de ces élites françaises. Parce que les élites françaises veulent
ont un ancrage européen très important, mais elles ont du mal à faire elles ont du mal à faire les États-Unis d'Europe. Comme les États-Unis d'Europe n'existent pas, donc chaque pays européen, il est concurrent, ils sont concurrents dans la même région. L'Italie concurrence l'Espagne, la France concurrence l'Espagne, ils se concurrencent entre eux. Du coup, leurs intérêts sont divisés et c'est beaucoup plus facile pour la Chine ou pour les États-Unis ou pour la Russie de dominer le Maghreb ou l'Afrique du Nord parce que les Européens sont divisés. Donc, cette génération nouvelle n'a pas les codes. Elle a peur de ce qu'on appelle la France je reviendrai vers toi, Abdou, tout à l'heure sur une question concernant justement ce renouvellement générationnel. J'aimerais maintenant avoir le point de vue d'un professionnel. Moi, à chaque fois que je parle avec mes amis marocains, tant ceux qui appartiennent aux affaires ou à la société civile, comme ceux qui sont des hommes politiques ou de membres d'autres fonctionnaires de l'administration, il y a toujours cette phrase disant « nous on connaît l'Europe et surtout l'Espagne mieux que l'Europe et l'Espagne nous connaissent nous ». Et dans cette certitude, il y a une partie du problème. Parce que cette connaissance n'est pas vraiment approfondie. Il y a des certitudes fausses qui ont mené à des analyses complètement égarées. Erronées. Et d'une partie et de l'autre. C'est évident que l'Espagne ne connaît pas du tout, ou très très mal, les Maghreb et les Maroc. Et justement parce qu'il y a aussi des experts en Espagne qui pensent qu'ils connaissent très bien le pays, ça nous a fait prendre des décisions et de faire des déclarations qui sont trop souvent des déclarations contre-produisantes et erronées. Et ceci dit aussi... D'ailleurs, Gustavo, le mot maghrébologue n'existe qu'en Espagne. Pardon ? Il y a un maghrébologue. Le maghrébologue. Le mot maghrébologue. Oui. Maghrébologue, les gens qui se présentent en étant maghrébologue. Oui, c'est vrai. Et moi, la vérité, souvent, quand il y avait des discussions sur le monde arabe et tout, les médias espagnols faisaient recours à des gens qui étaient des grands professeurs de littérature médiévale. Et je disais, mais c'est comme si vous demandez à quelqu'un d'expliquer les Brexit s'il était un expert dans Chaucer et les contes de Canterbury. Enfin, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait les analyses politiques dans les 21e et les 20e siècles. Mais il y a une chose qui m'a évoqué, c'est que vous tous vous avez dit. Il faut comprendre que cette nouvelle génération de politiques et de l'administration en Europe, le Maghreb n'est plus le but d'un partenariat, le Maghreb est un problème. Et c'est un problème qu'il faut affronter ou gérer, ou éviter, mais certainement pas un partenariat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement changer. Parce que du moment que les Européens considèrent que leurs voisins sont la source de leurs plus grands problèmes, c'est de là qui vient le rejet d'une partie de la société. Et il faut absolument gérer ça. Oui. Je suis d'accord avec Gustavo, Naïm. Oui. Pour le compléter, les Français, en tout cas l'establishment français, réduit le Maghreb uniquement à la gestion du problème migratoire. Il nous voit uniquement comme étant une source de problèmes migratoires. Et en Espagne, c'est pas seulement le problème migratoire, c'est toujours le monde pensant dans le côté géopolitique pense que du Maghreb en général et du Maroc en particulier, si jamais il y aurait une instabilité au Maghreb et au Maroc, ça serait le plus grand risque pour l'Europe et pour l'Espagne. Et c'est une obsession géopolitique. Et même les gens, vraiment des gens très formés qui le pensent. C'est une obsession qui est légitime. On regarde la loi de la géographie, des poids des diasporas maghrébines en Europe du Sud, notamment en France ou en Espagne. On regarde des problèmes d'intégration qui sont soulevés notamment en France. C'est une obsession qui est légitime. Le problème n'est pas au niveau de l'obsession. Le problème est au niveau du mode opératoire. Comment réagit avec... Comment elle réagit? Non, parce qu'il faut comprendre que, en tout cas, les Algériens ne quittent pas leur pays pour aller en France de gaieté de cœur. En Algérie, on a tout pour être heureux. Si on a un superbe pays, on a un superbe sous-sol, on a toutes les compétences humaines et techniques nécessaires. Si on avait un bon régime, si on avait un bon environnement politique, si on avait le SMIC démocratique. C'est que la France, à force de nous considérer comme étant une source potentielle et éternelle de problèmes, elle a érigé des forteresses et elle a mis tout le monde dans le même sac, ce qui fait que maintenant les incompréhensions ne cessent de se multiplier. Or,
il était temps peut-être que les élites algériennes, il fallait les draguer, il fallait les séduire pour construire avec elles un lendemain enchanteur. Mais pas pour construire avec elles des forteresses et des frontières et des zones, et des zones interdites, etc., etc. Karim, l'observation de Gustavo, qui me paraît pertinente et judicieuse, est-ce que le fait de considérer le Maghreb comme un problème ne vient pas plutôt de leur perception des intérêts tels qu'ils sont remis en cause ici, et que derrière cette volonté de mainmise sur le Maghreb, cette volonté d'émancipation est le problème, et pas parce qu'il y a un problème migratoire qu'on arrive plus ou moins à réguler, à contourner et à limiter. Oui, Naïm, le Maghreb est un problème. Non, le Maghreb est un problème. Mais pourquoi il est un problème? Parce qu'il n'existe pas. Parce que moi, si je suis... inversons un peu les rôles, réfléchissant comme étant un Français ou un Espagnol. Si je suis bien avec le Maroc, je me mets à dos l'Algérie. Si je suis bien avec l'Algérie, je me mets à dos le Maroc. Il y a une question qui ne va pas être réglée, qui n'arrive pas à être réglée pour diverses raisons. Maintenant, aussi, le Maroc est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'immigration, il y a des pays qui traînent, on n'arrive pas à faire une union ni douanière ni économique. Donc, franchement, c'est un casse-tête le Maghreb pour les non, Karim, je vais t'arrêter là parce que tu dis un point très sensible. Si on est fâché, si on est avec l'Algérie, on est mal avec le Maroc. Si on est bien avec le Maroc, on est mal avec l'Algérie. Je crois que en même temps. Sauf si on est italien. Sauf si on est italien et encore. Et avec tout le monde. On peut pas absoudre ces puissances de leurs responsabilités parce que ça les arrangeait à un moment donné que ces conflits et ces animosités, ces adversités, ces inimitiés, je ne sais plus comment qualifier ça, restent et sont même entretenus. Ça les arrange de jouer les équilibres entre l'un et l'autre. Oui, mais nous on joue le jeu. On joue le jeu, on prête le flanc, c'est sûr. Non, mais ce que je voudrais pas, je ne voudrais pas tout de même qu'on absoute les pays directement concernés par ces problèmes de leur responsabilité historique et de leur responsabilité actuelle. Et dans l'autre, bien chargé. Il faudrait bien qu'on avance dans la discussion. Tu l'as dit, tu l'as pointé du doigt. Ok, on sait. Mais bon, 60 ans après, ou 70 ans après les indépendances, il faut dire qu'on présente quand même au Maghreb une image peu reluisante sur le plan économique, social, développement humain et sur le plan d'intégration régionale. Et ça, nous, on est responsables en tant que Maghrébins. Un jour ou l'autre, il faudrait qu'on prenne notre destin en main comme des grands et qu'on dise, voilà, il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on se referme entre nous dans ce Maghreb et qu'on règle ce problème. Quand Abdou sera président d'Algérie, peut-être. L'Espagne, la France, l'Italie, ça m'avance à rien. Moi, non, effectivement, il faudrait... Le problème, Karim, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel en Europe au niveau de la gestion politique des affaires publiques. Mais il n'y a pas de renouvellement générationnel au Maghreb. Et au Maghreb, nous avons toujours des vieux dirigeants, notamment pour l'Algérie. Nous avons toujours la génération pratiquement de la guerre de l'indépendance et celle qui a suivi. Du coup, il y a une incompréhension. Il faut que Gustavo prenne ça en considération. Les Européens, ils ont des dirigeants de plus en plus jeunes. Ils sont obligés de parler à des Maghrébins dont les dirigeants sont de plus en plus vieux et toujours fous. On voit bien le président tunisien. Comment tu vas gérer Kais Saïd? Comment tu vas gérer tout le monde? Au Maroc, c'est une monarchie, c'est selon les humeurs. Quand le roi il est bon, il est bien. Quand il n'est pas bien, c'est autre chose. Mais bon, au moins, il y a un roi qui est là. Il faut composer avec lui. Et qui est relativement jeune. Qui est relativement jeune, mais qui commence à ne pas être aussi jeune. Mais bon. C'est un autre débat. Non, mais la classe politique marocaine est jeune. Incompétente, mais jeune. Mais ça, c'est une qualité de partout dans le monde. Hein. Ouais. La jeunesse et la compétence n'est pas toujours la même chose. Ouais.
Ça dépend de quel bord on parle, de quel point de Gustavo, vue, sûrement, quel est son pouvoir réel. Le Maroc est un cas particulier, on sait très bien. Des fois, un conseiller du roi est beaucoup plus puissant qu'un ministre, etc. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Justement, non, mais c'est ça, les Européens sont confrontés aussi à l'opacité du fonctionnement des pays maghrébins. Ouais. Autant en Égypte, on sait qu'il y a un seul qui décide, c'est Sisi. C'est clair, Sisi, si tu traites avec lui, c'est l'armée. Puis voilà, en Algérie, il y a plusieurs Sisi. On ne sait même pas c'est qui. Chaque général, il est puissant. Chaque général, il a une vision. L'institution militaire algérienne n'est pas comme l'institution militaire égyptienne aussi unie. En Arabie Saoudite, il y a un roi, un seul, c'est le jeune qui est là, qui bosse, etc. Après, c'est héritier. Aux Émirats, voilà, aux Émirats, on sait qui, mais au Maghreb, on ne sait pas avec qui pactiser. Donc le fonctionnement actuel, le Maghreb est vraiment une situation, il est vraiment un volcan pour l'Union européenne et pour l'Europe. Mais parce que l'Europe, je le dis, ne parle pas d'une seule voix. Les Européens, chacun, les Allemands ont une vision, les Français ont une vision. Si les Européens faisaient un seul lobbying, de la même manière comme par exemple le Parlement européen fait, là le Maghreb va se stabiliser. Le jour où ils auront une diplomatie commune vraie et une armée commune vraie. Gustavo? Non, mais je voudrais faire un peu d'histoire, hein, parce que quand même, enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Quand la politique de voisinage européenne a été inventée, il y avait Kohl en Allemagne, il y avait Felipe González en Espagne. Et il y avait vraiment une vision d'élargir l'Union européenne vers l'Est. Alors les Allemands, qui sont les pères, les parents de cette idée, de cette stratégie qui était la bonne, évident, ils ont accordé des moyens phénoménaux pour attirer et consolider les démocraties toutes jeunes qu'il y avait en Europe de l'Est. Mais justement, partant de ça, Felipe González, et c'était lui, c'était pas la France, c'était pas l'Italie, c'était pas le Portugal, c'était certainement pas la Grèce. C'était Felipe González qui a forcé les Allemands, et avec les Allemands tous les autres, d'accorder 70% des moyens qu'on allait consacrer à l'Est de l'Europe au Sud. Et de commencer vraiment une politique de partenariat et d'association politique et économique avec le Maghreb. Et ça n'existe plus. Et ça, c'est la réalité. Alors, c'est pas que ça n'a jamais existé, c'est que ça a existé, ça allait vers dans la bonne direction, et ça n'existe plus. Bah, les amis, je vais faire un dernier tour de table pour revenir à Macron. Optimiste, pessimiste, il aura mûri. On voit d'ailleurs qu'il a pris un peu l'âge, le pouvoir use, même quand il est contenu dans 5 ans, dans un quinquennat. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est capable, avec toute son intelligence et toute sa brillance, de tirer les leçons de son premier quinquennat? Abdo, mais brièvement. Il y aura Macron va tirer des leçons. Il va même évoluer sur certains points. Mais il n'aura pas les pleins pouvoirs en France parce qu'il aura il sera énormément préoccupé par le front interne. Il aura énormément de problèmes à gérer. Et puis, il devra s'occuper de sa succession, qui sera visiblement, ce sera Édouard Philippe qui doit se préparer pour les prochaines élections, son ancien Premier ministre. Il aura beaucoup de problèmes internes. La guerre en Ukraine va laisser des séquelles extrêmement dures pour l'Europe. Extrêmement dures. Et les Français sont un peuple difficile. Un peuple qui n'accepte pas les réformes, qui n'accepte pas les changements, qui est attaché à sa qualité de vie et à son niveau de vie. Or, avec une économie aussi faible, avec une croissance aussi faible, la France ne pourra pas continuellement financer son modèle social. Il est vraiment embourbé dans des problèmes assez graves et assez inquiétants sur le plan interne. Karim? Écoute, ça dépendra de l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est un fait majeur sur la scène internationale. Ne l'oublions pas. C'est un fait majeur et on n'est pas sorti encore de l'auberge. On verra d'autres choses qui vont arriver. On ne sait pas de quoi Poutine est capable. On ne sait pas quelle réaction il aura s'il est acculé et qu'il est dos au mur. Et la France est très sensible de par l'histoire à la Russie, très très liée à la Russie, depuis les guerres napoléoniennes et après. Depuis la Bérésina. C'est un facteur
C'est un facteur déterminant. Et puis n'oublions pas, comme c'est le dernier mandat de Macron, comme tout être humain, comme tout président, il aimerait bien faire rentrer son nom dans l'histoire en faisant quelque chose qui restera dans les annales. Et vu comment il s'est comporté lorsqu'il a été élu en premier, en essayant d'imiter Mitterrand dans la posture, cette présidence jupitérienne, à mon avis, le sera encore plus dans les vrais sens du terme. S'il n'est pas condamné à la cohabitation. Je ne crois pas dans la... Je ne crois pas, vu la carte électorale qui est issue, je ne crois pas. Il est arrivé, Macron est arrivé loin en tête dans pratiquement 280 ou 85 circonscriptions électorales législatives. Donc il aura une majorité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Une présidentielle ne se gère pas comme la législative. Alors les Français ont toujours eu l'habitude de donner une majorité au président élu. Ils ont l'habitude, mais parfois, ils ont aussi parfois le vice de le contraindre à une cohabitation. On verra. C'est dans 2 mois, c'est en juin. Alors, le mot de la fin pour Gustavo. Alors, et la France et l'Europe sont en train de vivre une coïncidence dans très peu de temps de différentes crises, et des crises très, très, très profondes. La première, c'est la crise économique, qui n'est pas due à la guerre seulement. La guerre a catalysé et a boosté cette crise terrible. Maintenant, on a une inflation de 10% en Espagne, de 7% en Allemagne, de presque 10% aux États-Unis. Et ça est en train de ruiner, mais littéralement ruiner les classes moyennes dans tous les continents. Il y a beaucoup plus de conséquences qu'il faut tirer de ça. Il y a vraiment une irresponsabilité de vouloir faire la transition à zero emissions tout de suite sans tenir compte de la faiblesse de l'économie européenne au jour d'aujourd'hui. La deuxième, c'est une crise sociale. L'Europe n'est pas structurée. Elle n'a pas su faire la transition entre les États providence, les États de bien-être, les États social-démocrates qui ont été adoptés même par les centres-droites et qui ont tenu le coup tant que l'économie et les budgets étaient gérés avec logique et prudence, mais quand l'économie n'a pas été bien gérée, tout est parti dans tous les sens et les pays ont fait presque faillite. Il y a une crise géopolitique et géostratégique. L'Europe est en perte de vitesse, d'influence géopolitique et géostratégique, justement parce que l'Europe n'est plus la référence mondiale, ni militaire, ni technologique. Si on fait les calculs de quelles sont les 10 premières entreprises au monde en capitalisation dans la bourse, les 9 premières sont des Américaines. Si on voit les 10 premières compagnies en intelligence artificielle, la plupart c'est des Chinoises, plus des Israéliens et des Américains. L'Europe doit se refaire, doit se réinventer, sinon elle risque vraiment de devenir, comme disait un dirigeant communiste chinois, la Disneyland du monde, et surtout pour les Chinois, mais avec des vrais châteaux et des vrais musées. Voilà, merci Gustavo. Moi, je dirais juste un mot pour les prochaines législatives. Le problème de Macron, c'est que son parti n'a pas d'ancrage territorial. Ça risque de lui poser un problème. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous a aidé à un peu mieux comprendre ce que sera le rapport de la France avec les pays du Maghreb, mais au-delà, dans l'échiquier international dans lequel nous a entraîné notre ami Gustavo par des formations professionnelles, j'allais dire. Je vous remercie et à la prochaine fois. Au revoir. À la prochaine équipe. Au revoir.